Je pense qu'on va de plus en plus aller vers de la prédiction de l'efficacité et de l'innocuité d'un médicament virtuel chez des patients tout aussi virtuels pour pouvoir après choisir de comment traiter tel ou tel patient. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. On a parlé, jusqu'à présent de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, de son impact, global, on va dire. Là, l'idée de la suite de l'échange, c'est vraiment de creuser sur l'utilisation de l'IA dans le domaine du médicament et de la médecine de précision. Pour faire le lien avec ça et dans votre présentation, vous disiez, mais on va revenir, vous avez dirigé un groupe de réflexion sur l'IA au sein de l'Académie nationale de pharmacie et créé un enseignement à Paris-Saclay sur ce sujet. Pourquoi est-ce que vous avez voulu relier justement, IA et médicaments? Et peut-être une question complémentaire à ça, qu'est-ce qui vous a surpris, vous, dans cette rencontre, on va dire, entre ce monde de la pharmacie, du médicament et celui de l'intelligence artificielle? Écoutez, la première des choses, c'est que je suis, pharmacien de formation et donc mon expérience professionnelle pendant plusieurs décennies, ça a été dans l'industrie pharmaceutique d'essayer de développer des nouveaux médicaments, en particulier, pour les maladies du système immunitaire puisque c'est ma spécialité. Donc dans ce contexte-là, depuis maintenant plusieurs années, j'ai vu les apports conséquents de l'IA sur ce domaine-là et qui, il faut le rappeler, est vraiment un domaine central dans, le façonnage de la médecine du futur, hein. Les médicaments innovants, c'est vraiment une des composantes, c'est pas la seule, mais de ce qui fera la médecine du futur. Et donc, depuis, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi je suis intéressé à promouvoir donc, toutes ces applications de l'IA dans le domaine de la santé, donc, au sein des réflexions qu'on mène à l'Académie de pharmacie, comme je vous l'avais expliqué aussi à travers la participation à des groupes d'experts qui conseillent les instances européennes dans le déploiement de l'IA en santé. J'écris des livres, non seulement pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients, hein, pour que tout le monde comprenne un petit peu ce qui est en train de se passer dans le domaine du médicament, et puis également des enseignements qui sont pour le coup totalement nouveaux, puisque c'est une nouvelle discipline. Je suis aujourd'hui professeur d'IA en santé. Moi, quand j'ai fait mes études, bien sûr, ça n'existait pas. Donc, voilà mon intérêt donc, sur IA et médicaments. Et ce qui m'a le plus surpris dans cette rencontre, c'est deux choses. La première, c'est que elle impacte d'ores et déjà toutes les dimensions, tous les aspects du cycle de vie du médicament. On va en parler, mais depuis la conception, le développement, la production, le suivi en vie réelle, la façon dont on va dispenser ça dans les hôpitaux, par exemple. Et puis, l'autre point, c'est la rapidité de l'innovation dans ce domaine, avec derrière des enjeux majeurs dans la formation. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut former tous nos jeunes étudiants, donc qui sont des étudiants en médecine, en pharmacie, vétérinaire et plus généralement toutes les professions de la santé, mais aussi les professionnels de santé déjà établis, qui aujourd'hui ne peuvent pas ignorer ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de ce domaine qui, encore une fois, à mon sens, a un rôle central à jouer dans l'évolution vers la médecine du futur. Vous l'avez évoqué à l'instant sur ce parcours du médicament. Justement, comment l'intelligence artificielle, elle transforme la conception du médicament, que ça aille de la modélisation des molécules jusqu'au fait de cibler, des candidats potentiels et dans la première partie de l'échange, on faisait le parallèle entre la médecine empirique et la médecine computationnelle. Est-ce qu'on peut vivre, on va vivre la même chose dans le médicament, où on basculerait d'un laboratoire où on fait de l'expérimentation, réelle, si je puis dire, vers une conception qui va être de plus en plus, numérique? Alors, on peut répondre d'abord à votre deuxième question. Effectivement, donc, aujourd'hui, l'industrie du médicament aborde le développement, enfin la conception et le développement de médicaments de plus en plus sous la forme d'une réalité mixte, c'est-à-dire qu'on va vraiment combiner des approches
de modélisation, de simulation par ordinateur et avec donc des confirmations en laboratoire ou dans des expérimentations chez l'animal ou donc des études cliniques chez l'homme pour confirmer ou non les propriétés prédites des médicaments. Et plus ça va aller, et plus on va aller vers de la simulation, de la modélisation par ordinateur, avec de moins en moins d'expérimentation chez l'animal et chez l'homme. De fait, les agences de santé nous demandent déjà de remplacer l'expérimentation animale par donc de la simulation par ordinateur ou d'autres méthodes. Mais je pense que ça va être dans les 10 ou 20 ans qui viennent aussi applicable au fait qu'on mettra de moins en moins de patients réels dans les études cliniques. Pour parler donc des modèles computationnels, comme on les appelle, donc par ordinateur, qui sont intéressants ici, grâce à l'IA, le premier, c'est de comprendre la complexité d'une maladie qui intéresse l'industriel du médicament, par exemple le cancer. On va essayer pour un type de cancer donné de comprendre et de représenter l'hétérogénéité des patients dans cette maladie. Et pour ça, on va faire beaucoup de caractérisation moléculaire, mais aussi par imagerie. On va brasser avec l'IA tout un tas de données pour en fait comprendre que dans tel type de cancer ou tel type de maladie, eh bien, tous les patients ne sont pas identiques. Et en particulier, ils n'ont pas les mêmes perturbations, ils n'ont pas exactement les mêmes perturbations biologiques. Il faut bien comprendre qu'un médicament interfère avec un processus biologique perturbé, hein, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est important de comprendre l'hétérogénéité, la variabilité des patients pour une maladie donnée, pour ne pas forcément soigner les différentes catégories de patients qu'on va distinguer de la même façon. Ça s'appelle la médecine de précision, c'est-à-dire qu'on va mieux adapter les médicaments, les traitements, en tenant compte des particularités de chaque patient individuel. Alors, ces analyses, elles nous permettent de faire un deuxième type de modélisation, c'est-à-dire de comprendre parmi tous les gènes ou toutes les protéines qui sont perturbées dans une maladie, quels sont ceux qui sont importants dans la causalité de la maladie. Grâce à l'IA, depuis 2 3 ans, on arrive maintenant à faire des hypothèses beaucoup mieux documentées dans, dans cette approche-là. Et bien sûr, ces gènes ou ces protéines impliquées dans la causalité de la maladie ben, représentent des cibles thérapeutiques tout à fait pertinentes, a priori. Et une fois qu'on a identifié de telles cibles, on va pouvoir prédire, là aussi toujours par ordinateur, les propriétés de tout un tas de molécules médicamenteuses à travers ce qu'on appelle différentes modalités thérapeutiques, c'est-à-dire que ça peut être des petites molécules chimiques de synthèse, mais le médicament peut aussi être, par exemple, un anticorps monoclonal ou une protéine produite par génie génétique. Donc, on va prédire les propriétés de tout un tas de molécules médicamenteuses, dont certaines n'existent que dans le disque dur d'un ordinateur, que des molécules virtuelles. Parmi les espaces de molécules virtuelles, on va prédire les molécules médicamenteuses qui paraissent intéressantes. Bien sûr, du coup, on en aura moins à tester en laboratoire. Et aujourd'hui, on commence, alors là, c'est un champ qui commence à se développer, mais qui est particulièrement intéressant, à tester, à tester ces candidats médicaments sur des jumeaux numériques d'organes ou bien chez des patients virtuels. On aura l'occasion de rééchanger sur ce point-là en particulier. Pour continuer sur ce sujet-là et ce qui fait la spécificité du médicament, et c'est les délais de développement d'un médicament entre enfin, le point de départ et la mise sur le marché, ça prend 10 15 ans. Et ce qui est logique d'ailleurs, puisqu'on va pas mettre sur le marché des choses qui peuvent être nocives, ou en tout cas on essaie de réduire le risque. Est-ce que l'IA, elle permet de raccourcir ces cycles de développement? Et peut-être aujourd'hui, où est-ce qu'elle est la plus «utile» entre guillemets dans le cycle de développement d'un médicament? Et je veux bien rapidement que vous puissiez dire, quelles sont les grandes étapes du développement d'un médicament? Bien sûr. La toute première étape de conception d'un médicament, donc on réfléchit un petit peu à quelle cible et quel candidat médicament. Donc, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, donc grâce à des modèles prédictifs réalisés par ordinateur, on a des hypothèses beaucoup mieux étayées maintenant quand on crée un médicament en phase de découverte.
Et donc, cette étape de découverte qui classiquement consiste à commencer à tester ce candidat médicament, ça prend classiquement 5 à 7 ans. Et après, on va entrer dans des phases de ce qu'on appelle de développement, c'est-à-dire qu'on va commencer à tester le médicament fonctionnellement pour ses fonctionnalités dans des modèles cellulaires ou dans des modèles animaux, donc cellulaires en laboratoire. Et puis bien sûr, in vivo chez l'animal, même si aujourd'hui on tend à minimiser ces derniers types de tests. Et donc ça, on appelle ça du développement préclinique. Et après, il y a toutes les étapes de développement clinique. Donc on va commencer par des études, on appelle ça après de phase 1, c'est-à-dire on va surtout s'intéresser à comprendre un petit peu les effets secondaires éventuels du médicament en augmentant progressivement la dose. On fait ça sur un petit nombre de patients. Ensuite, on part sur des études de phase 2 où on va augmenter le nombre de patients, on va continuer à documenter les aspects innocuités du médicament, mais aussi on va commencer à avoir des premiers résultats sur l'efficacité du traitement. Et sur cette base-là, on va après en général sélectionner une ou deux doses potentielles thérapeutiques pour les tester dans des études de phase 3, qui sont des études chez l'humain à grande échelle. Ça peut aller de plusieurs centaines à plusieurs, dans certains cas, dizaines de milliers de patients, où là, classiquement, on va comparer l'efficacité du traitement versus un placebo, c'est-à-dire un médicament, mais qui ne contient pas la molécule médicamenteuse, pas le principe actif. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, tout ce processus est très long et très coûteux. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs, probablement milliers, oui, certainement, de candidats médicaments aujourd'hui dans les ordinateurs des industriels du médicament. Et il y en a, on peut estimer entre 150 et 200 qui sont aujourd'hui en évaluation chez l'homme, donc en développement clinique. Ce qui est très clair, c'est que d'abord, l'IA aide à la conception et au rationnel de conception du médicament, avec une accélération de la phase de découverte. Il y a des sociétés spécialisées qui ont conçu des médicaments à l'aide de l'IA et qui ont pu donc commencer à initier des expérimentations chez l'homme après 2 ans. 2 ans par rapport à une phase de découverte classiquement, jusque-là, qui était dans l'industrie pharmaceutique de 5 à 7 ans. Donc on a déjà, il est clair que l'IA va nous aider à considérablement raccourcir la phase de découverte de médicaments. Parmi ces médicaments qui sont actuellement évalués chez l'homme, le plus avancé, il est développé par une société américaine, qui s'appelle In Silico Medicine, qui vient de rapporter les résultats d'une étude clinique phase 2, donc positive dans une maladie qui s'appelle la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est une maladie assez complexe et ce médicament donc médicament conçu par l'IA, a montré donc une efficacité chez des vrais patients, donc avec une amélioration de la fonction pulmonaire. Donc ce médicament va continuer son développement clinique, mais pour l'instant, on va dire les résultats sont encourageants. Donc en résumé, clairement un impact aujourd'hui très sensible sur la phase de découverte. Et puis, par ailleurs, on va dire des résultats plutôt encourageants quant à des meilleures chances de succès finalement au cours du développement du médicament, qui sont des étapes extrêmement coûteuses. Hein. Donc c'est toujours embêtant quand un médicament faillit en études cliniques avancées. Et on espère que là, les chances de succès de ces médicaments conçus par l'IA seront supérieures à ce qu'on faisait jusque-là, parce qu'on a un meilleur choix de la cible, parce qu'on a un choix davantage éduqué aussi du candidat médicament, et aussi parce que on va mieux choisir les patients qui seront prédits comme à même de bénéficier du médicament. On parle souvent de jumeaux numériques, par exemple dans le domaine du bâtiment. Je peux vous parler de malades imaginées. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce concept et comment ces modèles numériques peuvent aider à transformer la recherche, notamment clinique? Là, il y a vraiment deux aspects dans votre question. Concernant le jumeau numérique, donc c'est un concept qu'on emprunte à l'industrie automobile et aéronautique.
tout ce qui est simulateur de vol ou des modèles utilisés pour les crash tests de voitures. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on crée une réplique par ordinateur d'une réalité ou d'un objet physique. Et nous, dans notre domaine, ça consiste en fait à faire des modèles d'organes humains, ou bien il y a une forme de jumeaux numériques qui nous intéresse particulièrement. Ce sont des jumeaux numériques qui sont beaucoup conçus, non pas à partir d'images médicales, mais surtout à partir de données biologiques, données cliniques et biologiques, qu'on va emprunter dans les dossiers de patients réels. D'accord? Donc, on fait en fait, on crée des patients virtuels, donc en s'inspirant de données de patients réels. Donc, ce sont des patients virtuels réalistes, si je peux les appeler ainsi. Et on commence aujourd'hui à essayer de prédire l'efficacité et à un moindre degré l'innocuité des médicaments chez ce type de patients. Par ailleurs, donc, le malade imaginé, là, c'est autre chose. C'est une terminologie, bon, bien sûr, qui fait écho au malade imaginaire de Molière. Donc là, l'idée, c'est qu'à l'époque de Molière, il se moquait un peu de la médecine qui était un but d'elle-même et se préoccupait pas trop des patients et qui n'était pas du tout rationnelle, en tout cas pas suffisamment. Bien sûr, on n'en est plus là aujourd'hui, hein. Mais le concept derrière ça, il est double aussi, c'est que le malade aujourd'hui, il va être imaginé par la médecine. La médecine qui vient grâce à l'IA, elle va être donc prédictive. C'est-à-dire que on a d'ailleurs commencé à en parler dans le podcast précédent, on va pouvoir commencer à de mieux en mieux prédire les problèmes de santé chez l'individu sain avant qu'ils ne se concrétisent par des symptômes. Et donc derrière, on va pouvoir en fait imaginer, donc prévenir davantage ces problèmes de santé. Et puis, le malade, il va être aussi imaginé par lui-même. Là aussi, on a commencé à en parler. C'est le fait que grâce aux outils basés sur l'IA, une meilleure connaissance de son problème de santé par chaque patient, en tout cas par ceux qui le souhaitent. La possibilité aussi qui va se développer, qui commence à se développer d'ailleurs, c'est l'utilisation de chatbots, de robots conversationnels qui vont fonctionner avec des solutions type ChatGPT, de plus en plus sophistiquées. Le patient va pouvoir avoir une sorte d'assistant en santé, de coach en santé, qui va lui rappeler d'avoir tel régime nutritionnel, de refaire de l'exercice, de penser à faire tel examen médical, etc. Et qui finalement fera une sorte d'interface entre le patient donc, et le médecin. Donc vous voyez que là, cette idée de maladie imaginée, elle sous-tend, en fait, j'ai envie de dire, des grandes tendances dont on peut prédire elles vont être vraiment prévalentes dans le soin et la santé du futur. Et une autre question que j'avais par rapport à l'impact de l'IA dans le médicament, et vous disiez que notamment sur la phase préclinique, ou en tout cas la phase de recherche, l'IA a accéléré clairement en fait le délai entre le moment où on avait une idée et puis le moment où on pouvait commencer à le tester. Comment cette alors chaîne de valeur du médicament, on va dire, du laboratoire jusqu'à l'hôpital, elle est bouleversée par l'arrivée de l'IA, et est-ce que ça impacte, et si oui, comment les métiers, les pratiques dans le domaine du médicament et pharmaceutique? Toute la chaîne de valeur du médicament est impactée depuis sa conception et son développement. Donc ça, on vient de l'évoquer, mais aussi de la façon dont on va le produire. Donc on a des jumeaux numériques maintenant de processus de production. Et puis également, donc, l'impact sur le fonctionnement des hôpitaux. Donc, on va vers ce qu'on appelle des hôpitaux hautement digitalisés, robotisés, tournés vers des soins personnalisés, avec des durées d'hospitalisation de plus en plus réduites. Le suivi du médicament aussi, après, quand les patients l'utilisent donc, dans la vie courante. Donc, on va en particulier utiliser l'IA pour brasser énormément d'informations pour ce qu'on appelle de pharmacovigilance, pour surveiller à très grande échelle, à l'échelle de la population, que le médicament est bien efficace et bien toléré. Donc, vous voyez qu'on a tout un tas d'applications tout au long du cycle de vie et d'utilisation du médicament qui va complètement transformer à la fois le parcours du patient et puis aussi la façon dont on va administrer les soins à grande échelle. Alors bien sûr, oui, ça change.
beaucoup de choses au niveau des nouveaux métiers, c'est-à-dire que les métiers traditionnels de soignants tels qu'on les connaît, donc, vont toujours reposer sur une expertise importante, en particulier de la biologie et puis de, de la clinique. Mais dans le même temps, on va beaucoup s'appuyer sur de nouvelles compétences, donc en particulier dans les sciences des données, comment sélectionner les données, comment mettre un petit peu d'ordre là-dedans, voilà, et comment également les gérer avec des problématiques qu'on avait déjà évoquées précédemment, donc de, 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 de réutilisation secondaire de ces données et puis aussi de protection de ces données qui sont à caractère sensible. Et puis également, donc, intérêt dans les compétences computationnelles, comment on va tirer de la connaissance et de la valeur finalement de ces données de santé pour que ça nous permette de mieux concevoir des traitements adaptés aux patients. Donc, vous voyez qu'il y a plein effectivement d'impacts, y compris sur la façon dont on va former en fait nos futurs professionnels de santé. Un domaine où on parle beaucoup de l'IA et de la possibilité de faire de la médecine qu'on appelle de précision, c'est le domaine de l'oncologie. Pourquoi ce domaine il est très propice à l'utilisation de l'IA? Et est-ce que vous pourriez donner deux, trois exemples concrets d'approches, de choses qui ont été mises en place, de traitements et qui ont eu un impact significatif? Alors, l'intérêt des applications de l'IA en oncologie, il est multiple. Et c'est bien sûr quelque chose qu'on suit de très très près pour les raisons que je vais expliquer. Le premier, c'est que, bien sûr, en oncologie, il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Et donc, il y a un investissement dans l'exploration des applications de l'IA dans le domaine de la cancérologie. La deuxième raison, c'est que on est dans un champ thérapeutique dans lequel les besoins médicaux résiduels sont très, très importants, même s'il y a eu beaucoup de progrès, on va dire, ces 20 dernières années dans le traitement des cancers. Il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Et donc, du coup, c'est clairement un domaine dans lequel les chercheurs et les cliniciens ont beaucoup d'appétence pour tester des nouvelles solutions technologiques et qui pourraient complémenter les approches médicamenteuses et de soins traditionnels. Et également, donc, en cas de succès, c'est un domaine qui va favoriser aussi l'acceptabilité réglementaire de ces solutions d'IA, hein. Alors, pour être plus concret, donc bien sûr, là aussi, l'IA va complètement transformer la conception de médicaments et le parcours et le suivi des patients atteints de cancer. Ça a déjà commencé. Mais pour être vraiment là aussi très, très pratique et concret, je pense qu'il faut mettre en avant déjà l'impact réel de l'IA dans le domaine du diagnostic, pour diagnostiquer des cancers, donc à deux niveaux, hein, mais en particulier, donc je voudrais mentionner ici les activités et les produits d'ailleurs, les solutions qui sont proposées par la société Owkin, une société française qui s'est beaucoup intéressée à l'exploitation de l'IA pour interpréter les images médicales. Il y a donc qui met aujourd'hui à disposition des spécialistes du cancer deux outils de diagnostic. Un donc qui est un diagnostic à base d'imagerie médicale. Donc l'IA interprète ces images pour évaluer en fait les risques de récidive de cancer du sein. Voilà, donc et de façon donc très très efficace semble-t-il. Et par ailleurs, là aussi une deuxième solution diagnostic basée sur l'analyse d'images par IA qui en gros concerne ici l'anticipation de la réponse des cancers colorectaux à euh, une thérapeutique particulière, donc qu'on appelle l'immunothérapie. Et tout ceci sans qu'il soit nécessaire de recourir des biopsies. Donc, des solutions très concrètes qui vont faciliter la vie non seulement des médecins, mais aussi surtout des patients, et qui sont déjà implémentées et qui, bien sûr, donc, sont annonciatrices de tout un tas de solutions
qui vont vraiment aider dans les années qui viennent la prise en charge des patients cancéreux. Et un autre sujet où, dans le domaine du médicament et où l'IA est intéressante, c'est alors, je veux bien que vous définissiez un petit peu la médecine de précision et vous parlez de médicaments intelligents. Juste s'arrêter là, juste est-ce que c'est la même chose pour vous? Et sinon, c'est quoi la médecine de précision et qu'est-ce que vous appelez médicament intelligent? Alors, bien sûr, c'est un médicament qui est aujourd'hui conçu et développé et dispensé à l'aune de l'intelligence artificielle. Et donc, le mot qui vient immédiatement pour expliquer ce qu'est cette intelligence, c'est le fait que le médicament va être ultra ciblé. C'est-à-dire qu'il va être ciblé à 2 niveaux en particulier. Le premier, c'est sur un processus biologique qui va être très précisément défini, avec un rationnel scientifique très fort. C'est-à-dire que grâce à l'IA, on va donc représenter la complexité d'une maladie donnée et comprendre en particulier, parmi tous les gènes ou les protéines qui sont dérégulés dans cette maladie, quels sont ceux qui sont importants dans la causalité, comme je l'avais précisé auparavant, et donc qu'on va cibler. Donc, et tout ceci, encore une fois, avec un rationnel augmenté qui n'existait pas il y a encore, on va dire, 3 4 ans, hein. Donc, c'est vraiment une révolution, à mon sens, induite par une des révolutions induites par l'IA. Le deuxième ciblage, il est au niveau du patient. C'est-à-dire que un médicament va être en fait adapté à, alors, ça peut être un patient individuel, mais le plus souvent, ça va être à des catégories de patients qui partagent les mêmes anomalies moléculaires comme étant impliqués dans leur maladie. Et ça, cette idée, in fine, de concevoir avec un rationnel scientifique très fort des médicaments en tenant compte des caractéristiques, des particularités des patients individuels, ça s'appelle la médecine de précision. Et en gros, la promesse de la médecine de précision, c'est qu'on aura pour des patients, des catégories de patients, voire pour des patients individualisés, on aura des médicaments qui seront plus efficaces et plus sûrs. Au début de l'échange, vous disiez qu'on avait, accès, alors on me dit des, données multi-omiques, enfin en tout cas de plus en plus de données issues de la génomique, l'épigénétique, sur le microbiote et que pour le coup l'IA permettait beaucoup mieux de relier ces couches d'informations entre elles pour, justement mieux comprendre les maladies et concevoir des traitements. Est-ce que vous pouvez juste revenir là-dessus et sur comment parce qu'en fait ce que change l'IA peut-être par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, pour, la compréhension et l'interprétation de ces données? Comme on dit dans notre jargon, donc l'IA va nous être utile ici pour essayer d'interpréter pour intégrer dans un premier temps, mais aussi pour interpréter des données massives et multimodales, c'est-à-dire vraiment très, très diverses. Ça peut être des données, comme vous l'avez dit, donc de profilage moléculaire, donc génomique, protéomique, transcriptomique, et cetera. Ça peut être aussi des données d'imagerie médicale. Ça peut être également des données de relation à l'environnement. Donc voilà, donc quelles sont les habitudes, en termes d'exercice physique, nutritionnel de l'individu? Quel est dans son environnement ses risques d'exposition à des polluants, à des allergènes, à des agents infectieux, et cetera, et cetera. Donc on brasse vraiment tout un tas de données qui nous permettent de concevoir ou en tout cas d'appliquer de concevoir, mais aussi, d'appliquer à terme des médicaments parfaitement adapté, avec une compréhension des particularités de l'individu. Et ces données vont nous permettre tout particulièrement de répondre à 3 questions qui sont fondamentales pour vraiment concevoir un médicament performant. La première, c'est le choix de la cible thérapeutique. Grâce à l'IA, encore une fois, comme je viens de le dire, on va pouvoir aujourd'hui, on commence à mieux choisir ses cibles thérapeutiques sur la base d'une hypothèse que c'est important pour la causalité de la maladie. Et ça peut paraître évident, hein, ce que je dis, mais j'ai envie de dire, ça devient opérationnel seulement depuis, comme je l'ai dit, 3 4 ans, à mon sens. La deuxième décision qu'on va pouvoir prendre grâce à l'IA et en interprétant toutes ces données, c'est le choix du candidat médicament qui va s'effectuer à 2 niveaux, à modalité thérapeutique.
quel type de médicament on va donner? Est-ce que c'est à base de petites molécules chimiques? Est-ce que c'est à base de produits biologiques, d'anticorps monoclonales, de thérapie génique? Et la troisième décision, c'est vraiment diriger l'utilisation du médicament vers certaines catégories de patients. Donc, c'est sélectionner des patients dont on pense ils seront les plus à même de bénéficier du médicament. Autant on voit assez bien l'intérêt et l'avantage de cette nouvelle forme de médicaments, intelligents, autant ça soulève pas mal de questions en termes d'équité d'accès, de coûts, de, longévité des patients qui vont être, sauvés et donc d'impact sur les systèmes de santé. Est-ce qu'il faut craindre une certaine forme de médecine à 2 vitesses où on aurait, les personnes qui ont les moyens, qui pourraient se payer ces médicaments versus ceux qui peuvent pas et qui auraient accès à une médecine traditionnelle ou pas du tout? Ah voilà et comment on garantit que, cette innovation, elle bénéficie à tous et pas juste à ceux qui peuvent se payer ces nouveaux outils? Là, vous soulevez, je pense, une question importante en ce sens que, objectivement, bien sûr, quand on a une telle révolution technologique et aussi rapide, il y a potentiellement un risque de d'inégalité quant à l'accès de futurs médicaments conçus par l'IA à tous. Alors, dans notre système de santé en France, l'accès aux médicaments, il est donc équivalent pour tous. Il est garanti par justement notre sécurité sociale et la façon dont les choses ont été conçues. Vous savez qu'il y a des pays, par exemple aux États-Unis, où il est davantage admis que finalement, ceux qui peuvent se payer le médicament se le payent, et pour les autres, ils ont éventuellement des solutions, on va dire, moins performantes. Nous, en France, on n'est pas du tout, et c'est heureux, dans cette approche-là. Ça veut dire que la réponse à la question que vous posez, c'est comment faire en sorte pour que notre système de protection en santé puisse finalement financer et donc le déploiement de ces solutions nouvelles à base d'IA, que ce soit dans les outils diagnostiques, que ce soit aussi les nouveaux médicaments. Donc, donc ça va se jouer en termes de prix et de remboursement, parce que d'un côté, il faudra rétribuer l'innovation pour encourager, bien sûr, nos industriels à développer ces solutions. Et de l'autre, il faudra, bien sûr, que le système de santé puisse payer pour ces solutions et qu'elles soient déployées à l'échelle de la population de façon tout à fait équitable. On avait évoqué à la fin du podcast précédent cette idée finalement pour que le système de santé puisse prendre en charge ces solutions à base d'IA, le fait qu'il fallait essayer d'utiliser les solutions d'IA aussi pour minimiser les coûts en santé, au moins dans certains domaines. Encore une fois, donc faire baisser le prix des médicaments innovants. On avait évoqué également une meilleure gestion des ressources et de la capacité opérationnelle des hôpitaux, hein, pour essayer de réduire le coût des hospitalisations, pour les réduire d'ailleurs aussi. Et puis également, et apparemment pour les pharmacoéconomistes, c'est vraiment une solution très très intéressante, cette idée de promouvoir une médecine davantage préventive des problèmes de santé, plutôt que d'avoir à soigner des malades en quantité importante. Une question qu'on n'a pas, forcément trop abordée, pour l'instant, même si vous l'avez un petit peu évoquée, c'est celle de la réglementation et de la régulation. On a des autorités de santé, en France, en Europe, qui ont mis en place une réglementation, mais qui est pas forcément adaptée à des une médecine, de précision, une médecine intelligente ou en tout cas une médecine dans laquelle et un médicament dans l'IA aurait une place, très importante. Comment justement ces autorités, elles s'adaptent à ces nouvelles générations de médicaments? Et est-ce que vous pensez que le cadre réglementaire, il est adapté, il est à la hauteur ou au contraire, il faudrait le faire, évoluer? La première réponse, c'est qu'il y a un intérêt clairement manifeste on appelle ça des autorités de santé, hein, donc des autorités réglementaires comme la FDA aux États-Unis, l'IMA en Europe, la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en France. Donc toutes ces entités sont très très intéressées, bien sûr, hein, par l'irruption de l'IA dans le domaine de la santé et des produits de santé. Par ailleurs, donc, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que en Europe, nous avons été vraiment pionniers pour
créé une réglementation, donc c'est le fameux European AI Act, qui concerne l'utilisation des outils à base d'IA, pas seulement en santé, hein, c'est tout domaine confondu. Mais ce document, donc, qui a été donc, adopté en 2024 ou fin 2023 et qui commence maintenant à être déployé, en fait, tout particulièrement depuis cette année, hein, depuis le début de cet été, en Europe, dans les différents pays, eh bien, il réglemente les applications dans le domaine de la santé comme étant des applications à risque, puisque on manipule des données sensibles. On a évoqué précédemment la réglementation associée donc, sur la protection et la sécurité des données de santé. Mais au-delà de ça, donc, il y a des premières recommandations sur les exigences à l'égard des outils d'IA qui seront applicables en santé, par exemple, s'agissant d'essayer de confirmer la qualité des données qui ont été utilisées pour développer les algorithmes et les modèles, également fournir une documentation technique détaillée des solutions d'IA qui seront utilisées en santé. Donc, il y a un corpus réglementaire qui a le mérite d'exister. Il est parfois critiqué, et c'est d'ailleurs pas forcément, comment dire, inapproprié, hein, comme ne favorisant pas toujours l'innovation dans ce domaine, parce qu'on a aussi un autre souci en Europe qui est de préserver notre souveraineté d'un côté, mais aussi notre compétitivité donc sur le plan industriel et économique. Donc là, qu'on peut dire, c'est que les réglementations sont aujourd'hui en train de se mettre en place. Elles vont évoluer parce que c'est toute la difficulté. D'un côté, on a des réglementations qui souvent sont comment dire, des sortes de machineries ou des corpus de textes qui sont très, très complexes, très, très lourds et qui essayent d'anticiper le futur. Mais dans le même temps, on a des technologies qui évoluent. Donc, quelque part, ce qui va être important, c'est que par rapport aux premières recommandations sur la façon de documenter et de suivre en utilisation réelle tous les outils d'IA, eh bien, soit finalement, puisse évoluer à mesure qu'on va avoir une meilleure expérience dans ce domaine. Mais je dois dire que là, pour le coup, l'IA est plutôt à la pointe du combat, puisqu'on a été les premiers en Europe à mettre en place de premières régulations qui, bon an, mal an, bon, donnent un cadre relativement clair, même si, à l'évidence, dans les années qui viennent, il va falloir qu'elles évoluent à mesure qu'on comprend mieux hein, les tenants et les aboutissants de ces outils. On va arriver tranquillement à la fin de notre échange. Il me reste 2 questions. La première, c'est au regard de l'expérience que vous avez acquise, dans le domaine de la médecine, du médicament, sur l'IA ces dernières années et des tendances que vous observez, si on essaie de se projeter un petit peu dans le futur, dans 5-10 ans, ça va très vite, mais en essayant de se projeter, c'est quoi les grandes tendances que vous imaginez et de votre point de vue, à quoi ça va ressembler la médecine de précision, demain? Et est-ce que, on parlera toujours de médicaments ou est-ce que ça sera plutôt un écosystème de soins personnalisés en fonction des besoins et des problématiques des patients? Alors, je pense que le grand apport de l'IA dans le domaine du médicament, ça va être une accélération de l'évolution vers cette médecine de précision, donc essayer de toujours mieux adapter les médicaments aux caractéristiques des patients. Moi, j'aime bien effectivement appeler ça une évolution vers une médecine computationnelle de précision, c'est-à-dire que de plus en plus, on va utiliser les prédictions par ordinateur pour réaliser cette adéquation entre le patient et le médicament et ce vers quoi on va. Alors là, c'est probablement plutôt entre 10 et 20 ans. C'est vers de la prédiction des propriétés médicamenteuses parmi des espaces considérables de molécules médicamenteuses possibles. Donc, on va prédire les propriétés de médicaments qui n'existent que dans les ordinateurs. Et dans le même temps, on va aussi créer des représentations sous forme de jumeaux numériques, donc des patients virtuels, en fait, des représentations de la maladie des patients réels individuels. Hein, et donc, je pense qu'on va de plus en plus aller vers de la prédiction de l'efficacité et de l'innocuité d'un médicament virtuel chez des patients tout aussi virtuels pour pouvoir après choisir de comment traiter tel ou tel patient. Et donc, ça pourra être en fait de deux façons.
soit une médecine, ce que je vais appeler stratifiée, c'est-à-dire qu'on va finalement, par exemple, chez des patients qui ont tel type de cancer, eh bien, on va distinguer 4 ou 5 sous-catégories de patients qui ont à l'intérieur de chacun de ces sous-groupes des mécanismes biologiques perturbés qui sont relativement similaires. Et on va adapter mieux les médicaments à ces sous-groupes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours. Ça va être considérablement accéléré. Et puis, on va aller peut-être de plus en plus aussi vers une médecine de plus en plus personnalisée, et voire même totalement personnalisée. Et c'est déjà le cas, mais ça pourrait peut-être prendre de l'ampleur, quand le médicament en lui-même est fait à base de matériaux qui sont issus du patient lui-même. C'est le cas, par exemple, en cancérologie. Quand on prend des cellules du système immunitaire du patient et qu'on va les modifier génétiquement en laboratoire pour qu'elles puissent bien tuer la tumeur du patient, à l'évidence, on a déjà des premiers médicaments totalement personnalisés. Donc, on va être un petit peu dans ces approches-là de médecine stratifiée ou de médecine véritablement personnalisée, en tout cas davantage personnalisée. Et donc tout ça avec de plus en plus recours à de la modélisation computationnelle et de moins en moins à l'expérimentation non seulement animale, mais aussi chez l'homme. Et pour conclure, j'ai une dernière question, mais si vous deviez résumer un petit peu notre échange sur, selon vous, qu'est-ce qu'une bonne IA en santé et quelles sont peut-être les 2-3 questions qu'on devrait se poser collectivement avant de poursuivre cette révolution et ce développement de l'IA dans le domaine de la médecine? Eh bien, écoutez, en réponse à cette question, je vais revenir sur votre interrogation précédente sur la nécessité d'une IA au bénéfice de tous. On est dans le domaine de la santé et je pense que c'est quand même le point important. Il faudra trouver à l'échelle sociétale des réponses à cette question. Comment inclure ces nouvelles solutions dans notre système de soins actuel, donc avec toutes les préoccupations de comment financer toutes ces innovations. Il est bien sûr important, parmi les questions à se poser, de comment ne pas creuser les inégalités, comment gérer les coûts. Et puis par ailleurs, on va avoir aussi à gérer, puisque bien sûr cette médecine sera de plus en plus efficace, l'augmentation de l'espérance de vie qui pourrait être vraiment conséquente d'ici 2050, de la longévité en bonne santé, mais aussi dans le même temps du fait qu'il y aura une vieillissement des populations avec tout un tas bien sûr, d'équilibres sociétaux sur le financement des retraites, et donc, et plus généralement, donc, des, des coûts de santé. Donc, je pense que le- là, plein de promesses, mais aussi avec beaucoup de défis nouveaux. Et je pense que c'est vraiment une période assez passionnante qui se profile à l'horizon. Et c'est important que ces questions dont finalement on entend très peu parler aujourd'hui commencent à être mises sur le devant de la scène parce que autant les questions peuvent être déjà anticipées et claires, autant les solutions à apporter, il va falloir y réfléchir beaucoup en amont. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère à Merci à vous. bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.